Des conteneurs de plusieurs tonnes pris au piège de la tempête. De la marchandise perdue dans les profondeurs des océans. Un phénomène récurrent qui pollue les mers et les rivages du monde entier. Il y a quelques semaines, une plage recouverte de milliers d'oignons au sud de l'Angleterre, une autre tapissée de frites surgelées. Image invraisemblable, le résultat d'un échouage de conteneurs maritimes. En France, la découverte de ce conteneur dans une grotte du Finistère a mis fin à un mystère vieux de plus de 30 ans. Il transportait ses téléphones orange à l'effigie du chat Garfield, retrouvé ici régulièrement depuis leur commercialisation dans les années 80. Donc là, on a un fil du téléphone Garfield qui est venu se ficher là et qui est resté piégé par la rouille. Plus récemment, au large des côtes espagnoles, 6 conteneurs d'un navire norvégien s'échouent. Près de 30 tonnes de granulés en plastique se retrouvent alors sur ces plages. Une pollution massive. Un porte-conteneur qui viendrait à perdre un conteneur contenant 30 tonnes de granulés de plastique industriel libérerait dans l'environnement un nombre incroyable de granulés de plastique industriel. Ça se chiffrerait en milliards. Comment expliquer ce phénomène ? Quand la mer est agitée, ce type de bateau, qui mesure jusqu'à 400 mètres de long, penche de gauche à droite, ce qu'on appelle le roulis. Résultat, les conteneurs en haut de la pile subissent de telles accélérations qu'ils peuvent se détacher et tomber à l'eau. Ces accidents sont-ils fréquents ? Sur cette carte, les porte-conteneurs en circulation, plus de 6000 actuellement, transportant 250 millions de caissons par an. Des centaines sont officiellement déclarés perdus chaque année. Mais selon certains organismes, il y en aurait des milliers, car jusqu'ici, ces déclarations n'étaient pas obligatoires pour les compagnies maritimes. Elles le sont désormais depuis le 1er janvier 2026. Et allez, on va plus loin avec Alexandra Renard. Bonjour. Bonjour. Est-ce que les containers sont devenus le symbole de la mondialisation ? On peut le dire effectivement, puisqu'en l'espace d'un demi-siècle, cette petite boîte métallique a complètement révolutionné l'industrie maritime. Et on le doit à un Américain qui s'appelle Malcolm Malkim. Il a décidé dans les années 50 qu'il en avait marre des embouteillages le long des routes côtières. Et donc, il a transformé des pétroliers en porte-conteneurs sur lesquels il a placé du fret. Et donc, en 1956 précisément, il a expédié une 50aine de conteneurs. Le succès a été fulgurant et immédiat. Et puis depuis, la taille des conteneurs a été normalisée, standardisée et utilisée dans le monde entier. Et pourquoi ces boîtes, ces conteneurs ont finalement favorisé l'explosion du commerce international ? Parce que le prix du transport des marchandises a chuté de manière vertigineuse à partir du moment où il y a eu des conteneurs. On parle vraiment de plusieurs dizaines de pourcents. C'est encore plus spectaculaire pour ce qui est de la main-d'œuvre et de la manutention, puisqu'il n'y a plus de chargement, déchargement à la main. Maintenant, tout est standardisé, tout est mécanisé. Moins de temps aussi passé sur les ports. On parlait de quelques jours auparavant. Maintenant, c'est simplement quelques heures. Et puis, il y a moins de casses, moins de vols, moins de dommages, des traversées qui sont directes. Et puis ces boîtes, une fois qu'elles sont arrivées à destination, elles sont tout simplement déposées soit sur un bateau, soit sur un train, soit sur un camion, tout simplement. Et plus globalement, cette organisation, elle a déplacé des millions d'emplois vers des pays où les salaires sont moins chers, où les produits sont moins chers. Évidemment, on pense à la Chine. Que représente, Alexandra, cette mise en boîte à travers le monde ? Alors chaque année, c'est plus de 250 millions de ces justement boîtes qui naviguent sur la planète, de port en port. Une fois chargés, certains d'entre eux peuvent atteindre la taille d'un immeuble d'une vingtaine d'étages quand même, c'est assez conséquent. Ils contiennent de tout, par milliers de tonnes, tout ce qu'on consomme nous au quotidien. Ce sont des vêtements, des chaussures, des téléphones, des ordinateurs, de l'électroménager, des jouets, des pièces de voiture et puis de la nourriture souvent emballée. Mais aussi, et c'est là où ça pêche, des matières dangereuses comme des produits chimiques, des peintures, des solvants, des batteries au lithium et puis du gaz sous pression. Alors, on l'a vu dans le reportage juste avant votre arrivée. Pourquoi ces containers tombent-ils dans la mer ? Alors effectivement, ce qu'on a vu, c'est que les conditions météorologiques, ça compte énormément. Les tempêtes, elles sont beaucoup plus élevées en mer que sur terre. Le dérèglement climatique, évidemment, accentue ses effets sur les événements qui sont extrêmes comme les tempêtes en termes d'intensité et en termes de fréquence. Et puis, il faut savoir qu'en cas de tempête, les porte-conteneurs ne sont pas soumis aux mêmes conditions que les pétroliers ou les méthaniers. Les conditions sont beaucoup plus souples, notamment en termes de limitation de vitesse, de route à suivre et de renforcement sur la vérification
pollution des cargaisons. Donc théoriquement, c'est logique puisqu'ils transportent normalement des cargaisons qui sont moins dangereuses et qui ne risquent pas de polluer massivement ou bien d'exploser. Et puis une autre raison aussi, c'est qu'ils n'ont droit à aucun retard sur la livraison du transport des marchandises. Résultat, en termes d'arrimage, c'est pas toujours bien fait en fonction des pays. Et puis il y a des bateaux qui sont particulièrement vétustes, notamment en termes de fixation. Et là, on peut se dire aussi que les marques sont un peu responsables puisqu'elles choisissent elles-mêmes quel type d'armateur elles vont utiliser pour transporter leurs marchandises, enfin leur compagnie maritime. Et donc, elles ont une certaine responsabilité sur la perte de leurs marchandises. Et une dernière raison, là, c'est le rejet volontaire des cargaisons si jamais le navire est en danger. Là, ils ont le droit théoriquement, de passer par-dessus bord la cargaison. Et forcément, quand on s'intéresse aux conteneurs, on se pose une question. Quel est l'impact environnemental ? Alors, évidemment, il n'est pas simple à évaluer puisque tous les conteneurs qui tombent à l'eau sont, depuis maintenant plus de 50 ans, non répertoriés. On estime qu'il y a entre 3 et 5% seulement de ces conteneurs qui sont récupérés. Les localiser, les récupérer, dépolluer, c'est énormément d'argent et ce n'est pas toujours très concluant. Et puis la marchandise, elle est altérée, évidemment, donc elle devient invendable. Donc là, on parle de quoi ? On parle de fuel, on parle de gasoil, de batterie, de lithium, tous ces composants qui sont libérés de ces containers et qui sont directement au contact de l'océan et qui vont pendant des années abîmer les écosystèmes vraiment pendant très 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 longtemps. Il faut savoir aussi que lorsqu'un container tombe à l'eau, il ne va pas forcément couler immédiatement. Parfois, il flotte pendant plusieurs heures, pendant plusieurs semaines. Et donc, il risque à nouveau de percuter un autre navire et de créer une surpollution maritime. Et donc, désormais, il y a une loi qui est passée depuis le 1er janvier 2026, comme on l'a dit donc dans le sujet, qui oblige tous les armateurs à signaler, retirer et dépolluer quand c'est possible les conteneurs. Sinon, ils sont pénalement et financièrement responsables de ce type d'accident et de la pollution.